Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV. Nous allons lire la Haftara de la Paracha de Shlach Lecha. Cette Haftara se trouve dans le livre de Yehoshua, au chapitre 2, à partir du verset 1. Et comme d'habitude, je vous lis ce dont il est question. Yehoshua, fils de Nun, Yehoshua bin Nun, envoya secrètement de Shittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, notamment Jéricho. » De qui s'agit-il? Qui sont ces 2 espions? Nos sages nous le transmettent dans le Midrash Rabbah de Bamidbar. Ils nous disent que c'est Pinchas et Kalev. Enfin, pour Kalev, c'est la seconde mission d'espionnage. Oui, il faisait partie des espions que Moshe envoya. Ça, c'est ce que la Paracha nous raconte. Et une deuxième fois, nous retrouvons Kalev dans la Haftara, bien après, 40 ans plus tard, lorsque les enfants d'Israël traversent le Jourdain, rentrent en Eretz Israël afin de conquérir la terre donnée par l'Éternel. Et là, nous retrouvons Kalev et Pinchas comme espions auprès de la ville de Jéricho. Jéricho, excusez-moi. Seconde mission d'espionnage. Kalev est le fils de Yefouné. Il était l'espion concernant la tribu de Yehuda, car vous savez que dans la Parashat Shlach, il y aura une sommité, en fin de compte, représentant chaque tribu qui sera envoyée à Nashim, le texte nous dit, c'est-à-dire des personnages qui sont nommément nommés, mais par leur importance au sein de la société tribale qui était la leur. Voilà. Et Yoshua, d'ailleurs, vous vous rappelez que lui-même avait été l'un des 12 Meraglim, des 12 explorateurs, des 12 espions, et lui, au nom de la tribu d'Éphraïm. Parmi les 12 espions qui vont être envoyés par Moshe pour explorer la Terre Sainte, la terre d'Eretz Israël, seuls, vous vous rappelez, Yehoshua et Kalev reviendront de cette exploration-là en étant fidèles à la mission qui leur fut donnée et qui essayèrent, envers et contre tout, les reproches que les 10 autres auront, ils voulurent faire front, faire face à cette diffamation et montrer leur fidélité et puis surtout persuader les enfants d'Israël, les Hébreux sortis d'Égypte, que oui, c'était possible. C'était possible et de dire Kalev fit taire le peuple. C'est au verset 30 pour ceux que ça intéresse. Kalev fit taire le peuple soulevé contre Moshe et dit « Montons-y et prenons-en possession. Allons allez !» Car certes, nous en serons vainqueurs. Oui, vous entendez dans ce verset comment Kalev, bien avant l'histoire de Jéricho, est celui qui entame de manière probante une déclaration qui ne s'entend pas de 2 manières face aux diffamateurs, à ces personnages qui ne voyaient la terre qu'à travers leurs propres lunettes, et où il s'avère que ses propres lunettes étaient absolument narcissiques, égoïstes, égocentriques, bien entendu. Alors que Kalev fit taire le peuple, soulevé contre Moshe, car bien entendu, non seulement on s'imagine, mais le rapport fait par les 10 personnages éminents, Rachid dit Sanhédrin, c'est pour vous dire que ce n'était pas n'importe qui, provoque, comme dira Rabbi Moshe Issachar, le Rabbi Issachar Taïrtel dans Em Abanim Smecha, il y a là comme un processus de propagande. Et d'ailleurs, plus tard, étant donné la réaction populaire, plus tard, le peuple va être sévèrement puni, hormis Kalev et Yoshua. Regardez ce qui est dit. Pour mon serviteur Kalev, c'est dans Bamidbar, chapitre 14, verset 24. Pour mon serviteur Kalev, attendu qu'il a été animé d'un esprit différent, et m'est resté pleinement fidèle, je le ferai entrer dans le pays où il a pénétré et sa postérité le possédera. Vous voyez l'attitude de Kalev ici, lorsqu'il génère chez lui ce propos vindicatif et revendicateur, c'est parce qu'il voit face à lui
un fatalisme, un désespoir. Et je vous rappelle encore une fois ce qu'il dit. Montons-y et prenons possession. Allô, Naale. Si vous êtes capable, dans l'existence individuelle comme collective, eh bien de vous mettre en marche, d'être capable de penser que le chemin à suivre est le bon et de s'y engager en son âme et conscience, Allo Naale Venatzlia, c'est-à-dire monter, nous réussirons à gravir et nous réussirons. Mais si vous partez, bien entendu, avec les idées de comment ferais-je, comment pourrais-je, est-ce possible, n'est-ce pas possible, et nombre de questions immanentes, qui relèvent du matérialisme de la pensée, et non pas de la pensée emplie d'une foi que je traduis, vous en avez l'habitude maintenant, par la confiance, la fidélité, la vérité à cette terre-là. Quant à Pinchas, lui, c'est un néophyte, mais nous ne l'avons pas sorti de n'importe où. Pinchas est un néophyte de l'espionnage, certes, mais il est un vétéran de la fidélité aux Hébreux. Vous vous rappelez où? Dans Bamidbar, chapitre 25. C'est lui qui va faire cesser le désastre lors de la débauche du peuple avec les filles de Moab, sans rentrer dans les détails maintenant. Mais c'est l'action de Pinchas qui va générer, comment dire, cet arrêt total de la dépradation. Et Pinchas va devenir un grand prêtre et Caleb, lui aussi, un chef spirituel de sa tribu. Deux personnages d'une grande élévation spirituelle, certes, tels que le texte nous l'énonce ici. Yoshua, quant à lui, il faut le signaler, même s'il n'est pas dans ces deux espions-là, mais c'est lui qui les envoie. Yoshua, fils de Nun, envoya secrètement de Shittim deux espions, conscient bien sûr de l'expérience qui fut la sienne. Et Yoshua, lui, quel est le rôle de Yoshua dans la rentrée en Eretz Israël et la conquête d'Eretz Israël? Tout simplement, chef d'état-major. Chef d'état-major, alors que nous connaissons Yoshua sous une toute autre apparence, étonnamment. Il est dépositaire de la Torah. Le texte nous dit, Moshe reçut la Torah du Sinaï, dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï ou Massar, les Yoshua, Nachon. Il était aussi un fidèle disciple de Moshe, tel que l'on trouve dans le Sefer Shemot, au chapitre 23, verset 11, qu'est-il écrit? Yoshua, fils de Nun, son jeune serviteur ne quittait pas l'intérieur de la tente. Tout le contraire du chef d'état-major. Eh bien là, il y a d'une certaine manière, de la part du texte toranique, bien entendu, eh bien, du texte toranique et du texte prophétique, c'est-à-dire du Tanakh, en fin de compte, il n'y a pas, pour le texte, pour l'auteur du texte, celui qui nous transmet cette texture, eh bien, il n'y a pas de contradiction entre l'homme qui est à l'intérieur de la tente, l'homme de Torah, et la pratique d'un art, que ce soit un art professionnel ou que ce soit l'art de la guerre, c'est-à-dire la pratique, prend tout son sens ici lorsque Yoshua est au service de l'armée d'Israël, c'est-à-dire général d'armée. Comme quoi, vous voyez, même à travers l'étude tanachique, nous venons de découvrir entre ce qui est écrit dans Bamidbar, chapitre 14, ce qui est écrit au chapitre 2 du livre de Yoshua, eh bien, nous venons et nous disons, eh bien voilà, que les hommes de Torah, eh bien, comme l'élève de Moshe, Yoshua, eh bien, sont de fervents exécutants de la loi toranique, c'est-à-dire de la loi dans tous ses aspects, aussi pluriels soient-ils, de l'existence, et qu'il n'y a pas là, entre cet homme de l'intérieur, Torah, et cet homme de l'extérieur, chef d'état-major, il n'y a pas de contradiction, il n'y a aucune antinomie ici qui puisse révéler une contradiction dualiste, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, le Rambam que j'ai devant moi l'explique. C'était le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Rambam, c'est au XIe siècle. Ramban, c'est au XIIIe siècle plutôt. Alors le Ramban avait cette explication lorsqu'il commente
le Sefer HaMitzvot du Rambam, Maïmonide, dans son commentaire. Et alors là, le Rambam explique que cette terre doit se trouver entre nos mains et non pas entre les mains d'une autre nation. C'est-à-dire que Ramban vient nous dire tout simplement, oui, bien sûr, vous devez la conquérir envers et contre tous les aléas de l'histoire ou des difficultés que vous pouvez rencontrer, vous devez la conquérir, et même, d'après ce propos, même s'il fallut agir manu militari, c'est-à-dire prendre les armes et combattre de toutes nos forces. Voilà ce que dit le Ramban sur le Sefer HaMitzvot du Rambam. Encore une fois, il n'y a là aucune contradiction. Non plus entre Torah et armée, mais il n'y a pas de contradiction entre la difficulté et la réalisation. Et contrairement aux explorateurs que Moshe envoya, eux n'avaient rien compris, mais absolument rien compris. Ils se sont fourvoyés, mais ne pensez pas. Nos sages dans la Gemara de Sota disent ils sont revenus comme ils étaient partis. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec un a priori et ils sont revenus avec ce jugement fourvoyant, mais fourvoyé parce que à l'origine, il était fallacieux. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait comme une crainte foncière évidente de ne pas vouloir s'engager dans ce processus-là. Et donc, voilà, nous disons que s'ils n'avaient pas compris le sens de la mission qui leur était donnée par Moshe, mais acceptée par l'Éternel ici, ils ont semé la panique dans le peuple, bien entendu. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Nos deux espions, quant à eux, Kalev et Pinchas, vont se dévouer à cette mission. Je vous rappelle qu'ils arrivent à Yéricho, dans notre Haftara. Ils arrivent à Yéricho, ils ne connaissent rien ni personne. Qui plus est, la rencontre qu'ils ont avec Eretz Israël, drôle de première rencontre. Vous savez où est-ce qu'ils arrivent? Dans une maison close. La propriétaire, Rachav. Son métier, prostituée. Une maison où l'on va et l'on vient. Et puis voilà que ces hommes, la présence des deux hommes dans la ville va parvenir aux oreilles du roi de Jéricho. On va les chercher. Et puis cette femme va se révéler absolument extraordinaire. Elle est peut-être prostituée, mais va se révéler comme étant d'une entité, d'une stature et d'un statut moral, éthique, que l'on peut envier même. Elle va sauver par ses mensonges vis-à-vis du roi, quand il demandera « Livre-moi » ces deux espions. Et elle de dire « J'ai vu deux hommes et ils se sont enfuis. Je crois qu'ils ont déjà franchi le portail de la ville et qu'ils sont allés vers le sud. » Enfin, elle les envoie n'importe où, n'importe comment, persuadée qu'est le roi, que comment Rachav pourrait-elle mentir, bien entendu. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Donc, imolicha otam sholal, c'est-à-dire qu'elle les mène par le bout du nez vers n'importe où, n'importe comment. Et cette femme va donc faire preuve d'un courage absolument exemplaire. Et cette rencontre, comme je vous le disais, qui est le premier contact de Pinchas et de Kalev vis-à-vis de la terre d'Israël, est absolument étonnant et détonnant. Eh bien, sachez, et avec ça, je voudrais terminer dans ce que nous avons entamé. Je dirais d'une certaine manière que très souvent, de grandes choses saintes vont se dévoiler à travers des situations très complexes. Vous comprenez, la rencontre de Kalev et de Pinchas avec Rachav, qui est une prostituée, pardon. Et puis la semaine dernière, où il y a quelques jours, nous avions vu Ruth, une Moabite qui est étrangère et qui va devenir un symbole probant dans l'histoire d'Israël. Et puis on se rappelle Tamar, la cananéenne, qui va se prostituer pour pouvoir générer une suite à la famille de Yehuda et qui sera à l'origine de la royauté de Yehuda, comme Ruth d'ailleurs. Eh bien vous voyez, l'intervention divine passe souvent par des chemins, comment dirons-nous, indélicats, si vous acceptez
Mais d'ailleurs, la plupart du temps, les raisons nous échappent et les moyens nous déplaisent, car nous voudrions tout dans le meilleur des mondes possible, bien entendu. Mais comment dit-on, les voies de l'Éternel sont impénétrables. D'ailleurs, j'ai remarqué un petit verset dans le livre de Iov. Qui pourrait donc tirer quelque chose de pur de l'impur? N'est-ce pas l'unique? C'est dans Iov, chapitre 14, verset 4. Le Seigneur, l'unique, lui peut faire apparaître le pur à partir de l'impur. Bonim bechol ou bekachim, dit la Gemara. Nous construisons dans le profane et nous sanctifions. Je crée l'ustensile, le contenant, pour ensuite pouvoir y insuffler le contenu. Ne croyez-vous pas qu'il y a une ressemblance tout à fait étonnante entre ce que fut notre histoire d'hier et ce que nous vivons aujourd'hui? Mais sachons apprécier les contenants, car si ceux-ci n'étaient que des contenants mal appréciés, c'est-à-dire brisés ou fêlés ou fracturés, penseriez-vous possible d'y insérer un contenu quel qu'il soit? Alors admirons, reconnaissons, fabriquons, travaillons, utilisons le contenant à son mieux, afin de pouvoir y verser ce contenu. Ensemble, eh bien, ils révéleront l'harmonie vers laquelle nous tendons. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne de 613 TV et toujours avec notre Tanar et nos Haftarot, bien entendu, qui nous permettent, à travers l'histoire d'hier, de mieux vivre aujourd'hui. Shalom, Leitraot.